Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la thématique de la biomécanique de la marche humaine. Dans cette série de vidéos, nous allons voir la marche normale et ensuite nous étudierons la marche pathologique. Alors dans cette première série de vidéos, là je suis en train de faire une vidéo en guise d'introduction. D'accord, je vais vous introduire des concepts qui sont très importants pour comprendre la suite et ensuite nous allons décomposer chaque étape de la marche qui se décompose en plusieurs étapes. Donc comme je disais, une vidéo d'introduction, alors c'est un domaine que je ne maîtrise encore peu. Je fais cette vidéo pour vous mais aussi pour moi, pour pouvoir bien comprendre et intégrer tous les concepts dont je vais vous parler. J'ai basé donc mes notes sur mes cours, sur ce que j'ai pu trouver au niveau des facultés des médecines, surtout sur un document qui est public sur Google, qui vient de la faculté de médecine de Marseille, et également sur un livre qui s'appelle La marche humaine aux éditions Masson. Donc le concept de la marche, vous le savez, donc c'est une tâche locomotrice qui est complexe et qui est donc un mode de locomotion pour les animaux qui sont bipèdes, enfin, animaux en parlant des Homo sapiens, avec une activité alternée des membres inférieurs et un maintien de l'équilibre dynamique. C'est donc une activité motrice fondamentale pour les êtres humains qui nécessite un apprentissage plutôt difficile, avec le nombre de chutes et de redressements de l'enfant qui apprend à marcher, d'accord, qui est une démarche qui est très consciente, et finalement, la marche devient automatique lorsqu'on devient un enfant, un adolescent et un adulte. Alors, la marche implique plusieurs degrés de liberté et va impliquer plusieurs muscles, au total 48 muscles. Les plus utilisés sont, vous en doutez, les muscles de la cuisse, dont le quadriceps et les ischio-jambiers, le triceps sural, les fléchisseurs et les extenseurs des orteils, et bien sûr les muscles abdominaux et les muscles du dos. Ça implique donc une coordination musculaire, d'accord. On voit certains patients neurologiques qui manquent de coordination musculaire, qui ont des problèmes de marche en général. Au niveau de la pathologie de la marche, ce sont ceux qui ont des problèmes de coordination musculaire, point de vue neurologique, etc. Et ceux qui ont des pathologies de type entorse, etc., qui impactent la façon dont ils peuvent marcher. La marche dépend de plusieurs facteurs, de l'âge, de la taille, de la vitesse et bien sûr du contexte. Cette marche va se caractériser par des périodes de double appui, d'accord, où il y a les deux pieds au sol, qu'on appellera des appuis bipodaux. Voilà, les deux pieds sont en contact avec le sol, et des appuis, un simple appui qu'on appellera un appui monopodal. Pour l'être humain, donc c'est un gage de sa liberté, c'est pour ça que c'est très important dans notre domaine, la kinésithérapie, ou dans le domaine de la médecine. C'est un gage de sa liberté individuelle et de son autonomie, et sans la marche, bien sûr, il perd donc cette autonomie et devient dépendant des autres. En termes de médecine et de kinésithérapie, l'étude de la marche et faire des bilans complets de la marche humaine nous permet de faire des bilans diagnostiques et lésionnels, des bilans des déficiences au niveau des douleurs, des déficiences articulaires et musculaires, un bilan des capacités, un bilan de situation et un bilan de la qualité de vie en général. Alors la décomposition de la marche peut être représentée en nombre de pas. Un pas va représenter la distance séparant deux déplacements identiques du même pied au sol, qui est un intervalle qui va séparer deux appuis au sol du même pied, si on part sur le pied droit en général. Alors la littérature parle du pied gauche ou du pied droit. Enfin, je vais avoir l'occasion d'y revenir juste après. Aussi, il y a un concept du demi-pas. Alors, je vais vous montrer avec un schéma, ce sera plus clair que mes explications. Donc, vous voyez, ici, part du pied gauche, le pied droit, le pied gauche. Cette distance qui est représentée, c'est ce qu'on appelle un pas. Donc, c'est un intervalle qui sépare deux appuis au sol du même pied. Et entre le pied gauche et le pied droit, on a le demi-pas gauche et le demi-pas droit. Je ne vous fais pas le calcul, un demi-pas gauche plus un demi-pas droit, ça donne un pas. Ensuite, vous voyez plusieurs paramètres, la longueur du demi-pas, la largeur du pas, l'angle du pas. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo quand on va parler du cycle de la marche et des autres concepts et paramètres de la marche. Alors, le cycle de la marche, c'est un concept très important. Le cycle de la marche, donc c'est le temps et l'ensemble des phénomènes compris entre deux contacts successifs du même membre inférieur au sol. On parlera du cycle de la marche avec l'attaque du talon gauche ou du talon droit. Dans la suite de cette vidéo, je vais plus parler de l'attaque du talon droit. Donc,
on a le début du cycle de la marche qui est le contact du pied au sol, et on a la fin qui est le nouveau contact de ce même pied au sol. Alors je vais vous montrer un schéma. Voilà, on a l'attaque ici de l'appui au sol jusqu'à avoir le nouveau contact du pied droit au sol. Tout ça représente donc le cycle de la marche. Je vais reparler de ce schéma un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, comme je disais, en général, c'est l'attaque du talon droit. On va distinguer donc deux phases. On a une phase d'appui et une phase oscillante. Alors, je vais vous décrire la phase d'appui. Donc, c'est une période pendant laquelle le pied est au sol, d'accord? Donc, la phase d'appui va débuter par une attaque du talon et va finir par le décollage de l'hallux. Et cette phase d'appui représente 60% du cycle. Je vous montre ça. L'attaque du talon au sol et le décollage de l'hallux, d'accord, qui représente 60% du cycle de la marche, ce qu'on appelle la phase d'appui. Ensuite, on va avoir une phase oscillante. Je me trompe de schéma à chaque fois. La phase oscillante, d'accord, entre 60% et 100% du cycle de la marche. C'est une période pendant laquelle le pied est en l'air, en parlant toujours du même pied, le pied droit. La phase oscillante débute par le décollage de l'hallux droit et finit par l'attaque du talon. On revoit ça pour que vous l'ayez en tête. Donc, la phase d'appui commence par l'attaque du talon au sol, au niveau du pied droit, et finit par le décollage de l'hallux. Alors, excusez-moi, je reprends cette vidéo, j'ai un appel d'un client. Oui, les anatomistes, merci d'avoir patienté. Alors, quand je parlais de clients, c'est parce que j'ai une entreprise qui fait de la communication sur Internet pour les professionnels de santé. Si ça vous intéresse, ça s'appelle ePoly Agency. Donc, j'en étais à la phase d'appui. Donc, on l'a expliqué, la phase d'appui représente 60% du cycle de la marche. Et ensuite, on a une phase oscillante qui est la période pendant laquelle le pied est en l'air. La phase oscillante débute par le décollage de l'hallux et finit par l'attaque du talon et représente 40%. Alors, je vais vous remontrer ça. Donc, décollage de l'hallux et réattaque du talon. Voilà, ça c'est la phase oscillante. Alors, le schéma je vous l'ai montré, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le double appui représente environ 20%, je vais vous montrer ça. Alors, le double appui, vous voyez, il est représenté ici, hein. Ça représente 20%, et bien sûr, ça va être modifié en fonction de la vitesse, et ça va disparaître pendant la course. La longueur du cycle que je vous ai montré, donc c'est la distance parcourue entre un contact au sol et un pied, et le contact suivant du même pied au sol. On est d'accord sur ça. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ensuite, je voulais, juste pour terminer sur cette vidéo, je voulais vous parler d'autres concepts et de paramètres. Alors, dans ce cycle de la marche, on a donc la longueur du pas, on a l'angle du pas, on a la largeur, on a la cadence et la vitesse. Donc la longueur du pas, je vais vous montrer ça, je retrouve mon schéma. Donc la longueur du demi-pas hein, que vous pouvez voir tout simplement. Ensuite on a l'angle du pas, d'accord? Donc l'angle du pied ça passe du talon jusqu'au deuxième orteil, c'est environ 8 à 10 voire 13%. Je crois que ça dépend des angles du pas, là ils mettent 15%, d'accord? Vous voyez du talon jusqu'au deuxième orteil. Ensuite, on a la largeur du pas, donc c'est la distance entre les deux talons. Alors, on va prendre le point le plus postérieur et médial. D'accord? Je vous montre ça. Donc, la largeur du pas, vous le voyez. Il est ici. Alors, attendez, j'ai un petit doute par rapport à ça. Je voudrais juste regarder quelque chose. Donc, ici, vous voyez, vous avez la largeur du pas entre la zone médiane du talon et du talon droite et la zone médiale du talon gauche. Ici on a la largeur parce que dans ce schéma vous voyez qu'on a une largeur du pas entre la ligne de marche, d'accord,
et la zone médiale et la zone médiale du talon. Voilà, donc ce sont deux paramètres à considérer. Ensuite, nous avons la cadence et la vitesse. Alors la cadence, c'est le nombre de pas réalisés en unités de temps, généralement sur une minute. La cadence du pas, c'est le nombre de pas réalisés en unités de temps, généralement sur une minute. Même si ça se fait sur 30 secondes ou sur 2 minutes, ça peut se rapporter à 1 minute. Et ensuite, nous allons avoir la vitesse. V égale D sur T, vous connaissez, donc c'est la distance parcourue par unité de temps. Ou encore, ça peut être la longueur moyenne de la foulée en mètres du pas, multiplié par la cadence, qui est le pas par minute. Et ensuite, on a un autre type de vitesse qu'on appellera la vitesse moyenne. Donc dans ce cas-là, ce sera la cadence fois la longueur du pas divisé par 120. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, dans l'espace commentaire. À très vite, au revoir.